Bonsoir à tous, bienvenue. Déjà le 4e rendez-vous de Basket Live, le premier de cette année 2018. Après Wilfried Yeguete, Antoine Aito et Youssouf Affal, c'est le coach du MSB qui est avec nous ce soir, Eric Bartoszewski. Bonsoir. Bonsoir. Et on est dans un endroit qui vous est familier. Avec Youssouf Affal, la dernière fois, on avait découvert les vestiaires et cette fois-ci, on est donc dans votre bureau. Tout à fait, c'est le bureau qu'on partage avec Antoine et Dounia, donc c'est tous les jours ici qu'on se retrouve pour préparer les entraînements et pour parler de ça tout simplement. Vous passez beaucoup d'heures ici, parce qu'on vous imagine toujours évidemment à l'entraînement, sur le parquet pendant les matchs. Est-ce qu'à cet endroit, il se passe quand même beaucoup de choses ? Beaucoup de conversations, surtout d'échanges pour avant les entraînements notamment. On y revient aussi après, mais surtout avant pour préparer la séance et puis échanger sur l'équipe adverse, sur les vidéos. Oui, donc on y passe du temps. Basket Live, c'est 30 minutes de vidéo donc ce soir avec Eric Bartoszewski. Vous pouvez lui poser vos questions directement sur la page Facebook. On transmettra pendant ces 30 minutes. On va parler évidemment de l'actualité du MSB avec Eric. Peut-être déjà, si on s'emballe un peu, on peut le dire, le match de l'année, là, dimanche, face à Monaco quand même. Non, mais c'est une belle affiche par rapport au contexte, puisque ils sont premiers, on est deuxième, ex aequo, nous avec Strasbourg. Il y a 2 victoires qui séparent les 2 équipes, mais surtout par rapport à la qualité de l'équipe de Monaco, qui possède 10 joueurs pros. Donc ils ont eu un petit souci là hier avec Ali Traoré. Je sais pas s'il sera aligné dimanche, mais quoi qu'il arrive, ça reste une équipe pour la Pro A qui est formatée pour être tout en haut. Donc ils le démontrent déjà en BCL avec aucune défaite, et puis dans le championnat ils sont au-dessus. Mais bon, c'est un beau challenge à relever. On le redira, Monaco réserve vite vos places parce qu'il en reste 7 ou 800 seulement. Vous allez jouer encore à guichet fermé, ça sera la 3e fois sans doute de la saison. Eric, ça fait plaisir aussi, ça? Oui, c'est une vraie satisfaction. Déjà on a besoin d'une salle pleine qui pousse les joueurs pour donner le meilleur de nous-mêmes, et puis je pense que pour le club aussi c'est une satisfaction de pouvoir retrouver du monde. Après voilà, là je pense que l'affiche fait que les gens ont envie de venir. Vous arrivez en confiance après 3 victoires sur les 5 derniers matchs, si je dis pas de bêtises, et surtout un beau succès à Nanterre le week-end dernier, avec pourtant une équipe de Nanterre qui avait justement surclassé Monaco juste avant finalement. Oui, après chaque match a son histoire, mais c'est vrai que nous de notre côté on est content d'avoir été chercher une victoire à l'extérieur à Nanterre, c'est pas rien, surtout qu'on sortait d'une défaite contre Dijon où on avait montré un visage qui était pas très séduisant. Donc vraiment c'est une belle réaction de la part de l'équipe, et d'ailleurs je les félicite encore pour ça. Maintenant on est complètement tourné sur le match de dimanche. C'est à domicile, mais c'est une grosse équipe et on aura besoin de toute notre énergie pour tenter d'obtenir la victoire. Alors sur le papier, donc 10 joueurs pro, une équipe qui était tout simplement faite pour être tout en haut de la Pro A, on s'y attendait, mais est-ce qu'elle vous impressionne cette équipe de Monaco malgré tout? Oui, c'est un petit peu différent. Bon, chaque saison, chaque match a son histoire, chaque saison aussi, c'est différent, c'est pas la même équipe. L'année dernière, j'avais l'impression qu'ils avaient encore une dimension athlétique encore supérieure, mais ça reste une équipe qui défend dur, tout terrain, où tous les postes sont doublés. Donc il y a énormément de concurrence, il y a du physique, ça met beaucoup de pression sur la balle. D'ailleurs, c'est un des enjeux dimanche, à être capable de bien attaquer sans perdre la balle. Donc c'est une équipe qui défend dur, et puis qui pose des problèmes en attaque aussi par rapport à la qualité de leurs joueurs. Ils ont tout, hein. Ils ont des joueurs talentueux en dessous, ils ont des shooters, ils ont des super passeurs à l'image de Cooper ou des super défenseurs, Kraft, etc. Donc c'est une équipe qui possède tous les ingrédients pour figurer en haut du classement. Pourtant, vous êtes allé gagner là-bas sur le Rocher. Oui, c'était déjà une belle performance d'être allé s'imposer à Monaco. C'était tout au début de saison, c'était différent. Il y avait pas le même élan de jeu. Ils ont fait des réajustements comme beaucoup d'équipes d'ailleurs depuis le début. Mais ça reste une victoire importante pour nous d'être allé s'imposer à Monaco. Monaco, tu le disais Eric, c'est DJ Cooper que tu as connu à Pau. C'est un joueur qui sur un match a les capacités de faire gagner son équipe. Oui, même si Monaco, je pense qu'il n'a pas le même rôle que à Pau. Nous, à Pau, on avait vraiment besoin de toute sa création, et il jouait beaucoup, donc il était pas dans le même rôle. Là, il partage son temps de jeu avec d'autres joueurs très forts, et donc il défend plus dur qu'il défendait avec nous à Pau. Nous, il jouait beaucoup, donc il pouvait pas
présent des deux côtés du terrain. Il a moins de ballons entre les mains aussi. Il partage plus la balle. Il shoot moins 3 points. Mais ça reste un joueur qui a une qualité de passe extraordinaire et un très très fort joueur. Deuxième match, ce sera le deuxième match de la phase retour du championnat. La Leaders Cup arrivera après. Il y a Limoges encore et puis Cholet. Le bilan, Eric, que toi tu fais de cette phase aller, ça s'est quand même plutôt bien passé. C'était ce à quoi tu attendais? Non, en début de saison, on sait jamais comment les choses vont se passer et c'est vrai que moi, nouvel arrivant, l'équipe était avec beaucoup de joueurs que moi je n'avais jamais coaché, donc on sait jamais comment les choses vont tourner, vont se passer et on a eu la chance de gagner 6 matchs de suite. Bon, on savait que c'était un petit peu exceptionnel. Il y a plein d'équipes qu'on a joué. Je pense à Monaco, je pense à Strasbourg qui n'étaient pas encore prêtes, qui ont fait comme je le disais des réajustements depuis. Mais sur l'ensemble, même si après ça a été un petit peu plus dur en termes de résultats, on reste quand même avec 12 victoires. On a eu des matchs un peu difficiles, mais sur l'ensemble c'est plutôt positif. On se qualifie pour la Leader Cup. C'était important pour le club. Je sais que le club du MSB, moi j'étais pas là, mais il y a une très très belle histoire avec la Leader Cup, donc c'est important d'y participer et maintenant qu'on y est, je crois que c'est même voilà l'objectif d'aller le plus loin possible comme toutes les équipes qui seront présentes, mais non, c'est plutôt positif dans l'ensemble par rapport aux résultats. Après moi voilà, c'est mon job, mais je suis pas forcément satisfait de moi. Je pense que je peux faire mieux auprès de l'équipe. Je pense que l'équipe peut passer un cap dans la qualité du jeu. C'est tout le travail que j'ai à faire et il faut que j'arrive à trouver des solutions pour qu'on soit encore meilleur. Pourtant, vous êtes sorti de cette phase avec le titre honorifique de meilleure défense du championnat. Oui, après il faut relativiser tout ça par rapport au nombre de possessions qui sont jouées. C'est comme quand on parle d'une meilleure attaque, une équipe qui joue avec beaucoup de possessions forcément a plus de chances de marquer 2 points. Mais bon, ça reste un domaine dans lequel on est plutôt solide. On a eu des matchs, je pense à celui de Dijon où on n'était pas du tout conquérant. Par contre, j'ai noté que l'équipe, à chaque fois qu'on s'est retrouvé dans des matchs comme ça où on était en difficulté, où on a montré moins de vertu défensive, moins de combativité, l'équipe a réagi. Notamment à Nanterre, on a vu des choses beaucoup plus intéressantes. Il faut qu'on continue dans cette voie-là. C'est important de stopper l'adversaire. Et en début de saison, je me souviens du discours des joueurs qui disaient avec cette équipe, de toute façon, même si on est dominé, on lâchera jamais. Et c'est vrai, c'est ce qu'on a vu finalement lors de cette phase aller aussi. Oui, c'est vrai que on a eu, comme je le disais, quelques matchs qu'on a perdu, où on n'était pas bien, mais on n'a pas pris de grosses. On n'a jamais été dominé. À se retrouver à -20, à part vraiment le non-match à Gravelines où encore le contexte était particulier, on craque vraiment sur les dernières match de Coupe de France. Non, sur le match à Toulon, pardon. Je vous disais Gravelines, mais c'est Toulon en fait. C'est Toulon sur les 6-7 dernières minutes là où on craque, mais sinon on n'a jamais vécu ce type de scénario. Et oui, c'est plutôt positif d'avoir une équipe qui lâche pas. Parce que bon, ça peut arriver dans un match d'être malmené ou d'avoir une série négative comme ça avait été le cas avec nos 3 défaites de suite. Mais on a bien réagi derrière avec 3 victoires de suite contre Cholet, Boulazac et puis CCRB. Est-ce qu'il y a un match référence sur cette phase allée du championnat? Un match où vraiment les joueurs ont répondu à toutes tes attentes? Il y a eu des matchs à domicile là où c'est pas vraiment référence parce qu'on a survolé un petit peu le match contre Pau, contre Bourg, mais même Gravelines le premier match. Ouais, Gravelines aussi. Voilà, après c'est toujours le début du championnat, c'est toujours un peu particulier, mais non, je crois que non pour l'instant on n'a pas encore eu ce match où on peut vraiment. On a eu des phases où on était bien, des phases où on était moins bien à l'intérieur d'un match, mais pas un match complet encore. Vous n'hésitez pas à poser vos questions à Eric Bartoszewski qui répondra évidemment dans les minutes qui viennent. On transmet tout ça et justement Loïc qui revient sur le match de Monaco et qui dit à choisir plutôt DJ Stephens ou plutôt votre ancien meneur DJ Cooper? Ah ben sans hésitation DJ Stephens parce que voilà, moi je vis dans le présent. Bon, j'ai été
j'ai fait un plaisir d'avoir coaché DJ Cooper, mais dans un autre contexte, l'année dernière dans un autre club. Moi aujourd'hui je suis dans le présent, je suis avec l'équipe de cette année et je suis très content d'avoir DJ Stephens dans l'équipe au même titre que les autres joueurs, mais sans hésitation DJ Stephens. On sait qu'à chaque fois ces actions font le tour du web. Est-ce que vous créez à chaque fois des options, des schémas de jeu pour le mettre en valeur, ou dans un match où quand ça se passe bien vous dites on va tenter quelque chose pour le mettre en valeur? On l'a fait un petit peu en début de saison. On avait mis une petite situation en place là pour qu'il aille au alley-oop, et ensuite on est revenu dans des schémas plus classiques pour organiser le jeu. Mais bon, on perd pas de vue cette idée-là quand s'il y a possibilité, parce que là, avant tout c'est bien entendu de gagner les matchs, et on n'est pas là du tout pour faire le spectacle, mais s'il peut y avoir en plus dans la salle, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, mais surtout à domicile pour le public, des actions spectaculaires. D'ailleurs, des fois, il n'y a pas besoin de mettre des situations en place pour que des situations spectaculaires se déroulent avec les qualités qu'il a. Donc, non, pour l'instant, on n'est pas trop centré sur ça. C'est incroyable quand même pour la Pro A d'avoir un tel joueur. Oui, c'est sûr que c'est un joueur qui a des qualités extraordinaires, mais c'est pas seulement ça qu'il faut retenir de DJ Stephens. Je pense que c'est déjà quelqu'un aussi qui est efficace sur le terrain, qui peut shooter à 3 points, qui peut défendre, qui est pas égoïste, qui partage la balle, et je pense qu'il a même plus envie qu'on parle de ça que de ses qualités physiques, mais c'est un ensemble qui est intéressant. Son rêve, c'est de retourner un jour en NBA. Est-ce que pour vous c'est possible? Il a les qualités physiques pour jouer dans ce championnat. Après, je sais pas trop ce que lui en pense personnellement. J'en ai jamais trop discuté avec lui. Et puis après, je me doute que tous les joueurs ont envie d'aller jouer en NBA. Forcément. Alors, on va parler justement de ce match de Monaco et d'une question de Ryan d'abord, et qui nous dit il pense déjà à l'avenir et à l'après Monaco, parce qu'il dit: est-ce que vous voyez encore coach du MSB l'année prochaine? Oui, mais j'ai signé. J'ai signé pour 2 ans. J'ai signé pour 2 ans. Il y a eu peut-être lié à l'histoire qui s'est passée avec Pau. Bon, c'est pas une fois n'est pas coutume. C'est vraiment je suis parti de Pau alors que j'étais encore sous contrat. Mais c'est vraiment, il y a vraiment des raisons à tout ça. Et voilà. Aujourd'hui, je suis complètement engagé avec le MSB. Et voilà, je suis là sous contrat et je suis avec le club. Tant mieux. Eric, on va parler un petit peu de toi. Hein. Donc né le 30 juillet 72 à Châlons-en-Champagne, c'est ça? C'est ça. Le basket, est-ce que dès le plus jeune âge, tu avais des posters dans ta chambre ou pas du tout? C'est venu comment? Ah si, moi quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment en tant que joueur passionné par le jeu et par tous les joueurs qui étaient un peu mes idoles de l'époque. Et ça remonte, mais c'était moi j'étais meneur de jeu, donc j'avais des joueurs français comme Freddy Fnagel, Valérie Demori. Après les joueurs étrangers, c'était à l'époque Robert Smith. En NBA, c'était Isaiah Thomas. Donc ça remonte, ça a changé, mais tous ces joueurs-là étaient forcément tous les posters de ces joueurs-là étaient dans ma chambre. Et donc dès le plus jeune âge, tu as eu le virus, envie de faire du basket, de jouer au basket? Non, ça s'est pas passé comme ça. Au début, j'ai commencé une année à faire du foot dans un club, mais ça m'a pas plu. Ensuite, j'ai bien accroché avec du tennis de table. Et puis à l'occasion, vous savez, des camps de vacances qui sont organisés l'été. J'ai goûté au basketball, et puis j'ai tout de suite eu envie de m'inscrire dans le club de ma ville, donc qui était l'SP Basket Châlons-en-Champagne, qui est actuellement le club du CCRB, puisqu'ils ont fusionné avec Reims, et toute l'histoire est partie de là en fait. D'accord. Et à ce moment-là, vous avez envie de devenir pro en fait, c'est ça? Ah oui, à cette époque-là, j'étais pas conscient des limites que j'allais avoir au bout d'un moment, mais j'étais complètement engagé. Je m'entraînais énormément, 2 fois, 3 fois par jour. Je me rappelle m'entraîner avec les pros tous les soirs, doubler pratiquement tous les soirs avec l'entraînement espoir, ce qui n'a pas facilité mes études, puisque je rentrais le soir à 10h, j'étais claqué, et tout ça passait au second plan. Mais ensuite, après, je suis allé jusqu'à la dernière année espoir, et j'ai pas obtenu de contrat pro, donc je suis allé jouer dans les divisions aux alentours de Châlons-en-Champagne, à Saint-Dizier, à Reims, en National 3, National 2. J'en ai profité pour passer mon diplôme et faire mon service militaire. Puis j'ai eu une chance énorme que le président du club de Châlons à l'époque, à l'âge de 23 ans, me confie l'équipe espoir. Et à cette époque-là, on pouvait aussi être assistant coach. Donc voilà, ça a commencé comme ça, à l'âge de 23 ans.
Oui, les limites dont tu parlais, c'est 1m70, c'est ça? Tu disais que c'était difficile à... Ouais, quoique voilà, la taille, on a déjà vu des joueurs de petite taille aussi jouer en pro. Non, mais je crois que c'était voilà, un choix du club aussi. Et puis voilà, peut-être que moi j'étais à fond, mais bon, les coachs de l'époque, le club a décidé de pas me faire signer un contrat pro. Moi j'aurais bien aimé, on se rend pas forcément compte de son niveau, mais avec le recul je regrette pas du tout, puisque ça m'a propulsé sur le métier de coach, et puis derrière ça m'a offert énormément d'opportunités. Oui, et très jeune finalement, le diplôme d'entraîneur à 23 ans, c'est ça? Oui, le brevet d'état premier degré à 23 ans, et puis c'est vrai que c'était de coacher une équipe espoir à 23 ans, c'était assez finalement, il y avait une différence d'âge assez courte. Ouais. En fait, pour l'anecdote, je jouais avec des joueurs avec qui j'avais quand je coachais des joueurs avec qui j'avais joué 2-3 ans avant, qui eux étaient arrivés, qui étaient plus jeunes que moi à 16 ans, donc c'était assez marrant. Ouais. Ça ne devait pas être facile de leur donner des consignes. Oh, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. En plus, on a eu la chance de faire un très bon début de saison avec les espoirs, et c'était un petit peu plus dur sur la suite de la saison. Mais bon, l'idée c'était surtout d'apprendre le métier, de travailler avec des entraîneurs pros. J'ai travaillé avec différents entraîneurs pros, et puis de former les jeunes. Puis ensuite, vous avez voyagé en fait. Tu as voyagé Mulhouse, c'est ça d'abord? Oui, en fait, j'ai eu un petit souci à Châlons-Champagne, où j'ai dû pendant une année aller coacher une équipe en National 3. C'était une expérience intéressante. On est monté en National 2 d'ailleurs. J'en ai profité pour passer mon professorat de sport en même temps. Et puis je pouvais pas rester dans ce club-là, parce que le club n'avait pas les moyens de me salarier. Et j'ai eu l'opportunité d'aller rejoindre Charlie Offray à l'époque, qui était à Mulhouse, qui était intéressé par ma venue en tant qu'assistant, parce que justement j'avais eu la chance de travailler avec beaucoup d'entraîneurs à l'Espé Chalon, au moins 6 ou 7, et ça m'intéressait de me faire venir pour qu'on travaille ensemble. Donc Mulhouse et Le Havre, c'est assistant coach, c'est ça ensuite? Oui, je suis passé de Mulhouse au Havre aussi. Moi, un petit peu, c'est une histoire d'opportunité. C'est Christian Monchot avec qui j'avais travaillé à Châlons-en-Champagne à l'époque, qui cherchait un assistant, et ça me permettait de retrouver la Pro A. Et puis avec un coach que j'apprécie beaucoup, donc voilà, je suis passé de Mulhouse au Havre. Après il est parti, c'est Jean-Manuel Souza qui l'a remplacé, et vous êtes resté assistant coach à ce moment-là. Oui, à ce moment-là j'ai eu un choix un petit peu délicat à faire. À la fois Christian partait à Gravelines et avait envie de m'emmener dans ses valises, mais l'organisation du club à Gravelines faisait que il n'y avait pas de place pour la poste d'assistant, et j'aurais pu y aller en tant qu'entraîneur du centre de formation. Et puis dans le même temps, Jean-Manuel Souza, qui prenait les rênes de l'équipe du Havre, me proposait un contrat de 3 ans pour travailler à ses côtés. Donc une ou deux nuits de réflexion, et j'ai choisi de rester au Havre, dans la ville dans laquelle je venais d'arriver, pour pas rebouger une nouvelle fois. Et puis surtout, j'avais pas trop envie de retourner dans la formation à ce moment-là. Donc je suis resté au Havre, et puis c'est ce qui m'a offert l'opportunité de coacher les pros là-bas. Oui, il y a une forme de montée en puissance en fait, c'est ça, parce que d'abord assistant coach au Havre, et puis après c'est un club qui, pour le présenter un peu, qui n'a pas beaucoup de moyens, et du coup vous vous retrouvez au moment du départ de Jean-Manuel Souza, propulsé à la tête de l'équipe première. Oui, c'est comme dans la vie, que ce soit dans différents métiers ou dans la vie en général, c'est souvent une histoire d'opportunité. On est là au bon moment, et puis les choses se passent bien, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Jean-Manuel Souza a eu l'opportunité, lui, d'aller coacher Cholet à ce moment-là, et puis la place s'est libérée, les choses se sont mises en place pour que je coach le Havre, ça représentait une grosse pression, puisque énormément de coachs étaient passés avant avec le maintien à chaque fois, avec succès, et moi je voulais pas être l'entraîneur qui déçoive et qui fasse redescendre le club, et on a réussi à se maintenir pendant 2-3 ans. On continue le portrait d'Éric Bartoszewski, mais on prend aussi vos questions, et on a Christopher qui nous demande: est-ce que le MSB a une chance de devenir champion de France? Bonne question. Hein. Oui, en tout cas c'est tout ce que on souhaite, mais on sait que la tâche va être difficile, mais bon, il faut y croire. Par contre, voilà, il faut être quand même réaliste, dans le sens où on a une équipe solide, on a des atouts, mais il y a aussi des très belles équipes. On parlait de Monaco juste avant. Faut pas tout relier à la masse salariale, mais on a des équipes qui, au niveau des masses salariales, que ce soit Monaco, Strasbourg, même Lasvel, quand on voit l'équipe de Lasvel sur le papier, il y a 2-5 majeurs de Pro A. Voilà, c'est des équipes qui sont formées pour
pour aller au bout. Donc voilà, mais bon, nous on est dans la lutte et on fera tout pour être le meilleur possible. Et pour être dans la lutte, il faut aussi le retour du capitaine. On a justement Alexandre qui nous demande quand est-ce qu'il revient à Magou. Alors il nous dit. Bon, là, c'est intéressant effectivement, parce que Pape, on l'a dit, et c'est un gros manque pour nous. On est content d'avoir Chris, mais c'est pas tout à fait les mêmes profils de joueurs, et Pape nous manque énormément sur la ligne arrière par sa dureté défensive, aussi son expérience, son sérieux à l'entraînement. Voilà, il a gagné beaucoup de choses avec Le Mans et avec d'autres équipes, donc c'est vraiment un joueur qui est très important pour l'équipe. On espère le retrouver au plus vite, mais là-dessus, faudrait vraiment demander au staff médical. C'est une blessure qui l'a éloigné des terrains assez longtemps, et on sait que il est censé revenir fin février, début mars, mais il va lui falloir un temps de réathlétisation et puis se remettre progressivement dans le rythme. Alors, après Le Havre, l'élan béarnais voyage un peu plus... On reste dans l'ouest, mais un peu plus au sud. Oui, quand il y a eu l'opportunité d'aller rejoindre un club comme Pau, voilà, je pouvais pas le refuser, sans manque de respect au Havre, mais c'est un club qui avait une autre dimension, qui avait vécu d'autres choses. Donc pour moi, c'était une évolution. Donc j'ai accepté, voilà, sans trop réfléchir à l'offre que le club de Pau me faisait. Et puis 2 belles années à Pau, c'est ça? Oui, le club, c'est un petit peu différent du Mans. Le Mans, depuis 20 ans, avec une saison un peu plus difficile l'année dernière, mais depuis 20 ans et au plus haut niveau. Pau a connu des années exceptionnelles, mais il y a beaucoup plus longtemps. Et avant que j'arrive, là, le club était redescendu, je crois, 2 fois en Pro B, et avait eu cette force de remonter immédiatement en Pro A, mais n'avait pas reconnu les playoffs depuis, je crois, 10 ans. Et nous, on a eu la chance de faire deux belles saisons et de faire les playoffs. Donc oui, ça c'est des souvenirs qui sont positifs et forts. Et puis lorsque l'opportunité de venir ici au MSB s'est présentée, ça a fait tilt tout de suite. C'était une évolution d'être dans un club qui a l'habitude de remporter des titres, une opportunité incroyable. Ouais. Oui, effectivement, c'était bon. Après, les choses se sont passées. Ce serait peut-être un petit peu trop long d'expliquer tout. Je l'avais déjà fait un petit peu par l'intermédiaire d'articles de presse, mais voilà. Et les choses, il y a eu l'opportunité de rejoindre Le Mans, et après plusieurs jours de réflexion, même si j'étais encore sous contrat là-bas, j'ai souhaité tout mettre en place pour rejoindre le club, puisque voilà, c'était une autre expérience à vivre. C'était rejoindre un club qui a plus de moyens, plus d'ambition, donc c'était encore une évolution. Et puis c'était me confronter à une autre organisation, et à travers tout ça s'enrichir. Et globalement, le basket dans ta vie à quelle place? Est-ce que tu penses jour et nuit, ou presque, ou malgré tout tu essaies de garder des moments où tu fais autre chose? Non, voilà, j'arrive un peu plus maintenant. Bon, j'ai pas autant d'expérience que beaucoup d'autres coachs dans la ligue. Je reste un jeune entraîneur, mais bon, maintenant c'est ma 6e ou 7e année. Donc j'ai aujourd'hui, et puis en plus ça se passe pas trop mal, donc c'est beaucoup plus difficile quand on n'a pas de résultat. Là, on est complètement la tête on dit souvent dans la machine à laver, ça n'arrête pas. Quand ça se passe bien, on arrive un petit peu plus à s'accorder, et comme je le disais, avec l'expérience, des moments pour soi. Mais bon, c'est un métier qui quand même demande tout le temps de réfléchir à ce qui se passe, et puis ça s'arrête jamais. On a gagné Nanterre, mais voilà, le dimanche ou le lundi, la mise en question est permanente. Elle est permanente. Il y a jamais rien de parfait. Il y a toujours des soucis dans ce métier-là, et donc voilà, on est obligé toujours d'être un petit peu dans la réflexion. Mais lorsque tu lis, tu entends Éric Bartoszewski, c'est l'entraîneur qui monte, la sélection pour les All-Star Games aussi, est-ce que ça te fait plaisir tout ça? Tu l'évacues tout de suite? Ouais, non, là-dessus, moi, j'ai pas trop de soucis avec ça, parce que je pense être quelqu'un de humble, de simple. C'est, vous savez, en tant que coach, faut pas trop fanfaronner. Ça va très vite. Aujourd'hui, on gagne, ça va bien, et puis vous enchaînez une série de défaites où vous êtes tout de suite en difficulté, et puis voilà, on connaît donc Yves Laurent. Je crois qu'il faut surtout accorder beaucoup de crédit à l'équipe, au comportement des joueurs, et voilà, c'est eux qui sont sur le terrain, et voilà, nous on essaye juste de les guider pour que tout fonctionne bien, mais il faut être voilà, très 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 en recul par rapport à tout ça. Il y a Benjamin qui nous demande quelles sont les autres passions que tu as dans la vie, hormis le basket du coup. Oh, j'en ai pas mal. Après, j'ai pas toujours le temps ou la tête
tête à ça. Bon, j'aime beaucoup le vin. Bon là, ça y est, c'est pas trop compliqué pour boire un coup. Ça va. Ça va. Il y a pas besoin de. Non, mais j'aime bien les voyages. J'aime bien voyager. Là, c'est un peu plus compliqué. Bon, j'aime bien sortir. J'aime bien. Dans notre métier, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas les week-ends. Donc, mais par contre, partir en week-end, que ce soit à Paris pour aller voilà visiter ou culturellement, il y a plein de choses à faire, mais on n'a pas toujours le temps de faire ça. Mais dès que j'ai la possibilité d'avoir un petit break de 3 jours, bah voilà, je m'échappe et puis je décompresse. Voilà, décompresse. Justement, je vais te poser 2-3 petites questions pour te connaître un petit peu. Tu réponds à chaque fois rapidement, hein, d'un mot ou deux. Le dernier film que tu as vu? Oh bah ça c'est pas. Alors je crois que c'est Interstellar. Ça va, ça c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça, mais il faut que les gens me poussent un peu. Il faut que je demande des fois. Il y a pas si longtemps que ça. Hein, tu me diras peut-être, tu connais peut-être plus. Et j'ai demandé à un vendeur. Il y aurait pas un film? Il m'a parlé de Dunkerque. Alors je sais pas si. Ouais, super film. Ouais. Voilà, c'est un film que j'ai pas encore vu, hein, mais que j'ai acheté, que je vais voir. Alors, la dernière destination de vacances, puisqu'on a parlé, tu aimes voyager. Ah, c'était New York. Bon, j'en garde un souvenir mitigé. Bon, avec le recul, quand je suis revenu à tout le monde, même au club, là, j'étais un peu dégoûté. J'aurais dit ça s'est pas bien passé. Et bloqué sous la neige, en fait, c'est ça? Oui, bon, c'est sûr que la fin s'est pas très bien passée parce qu'il y a eu la neige, le vol a été annulé, on a eu 3 jours de galère avant de rentrer, donc la fatigue, les attentes dans les aéroports, et puis même le séjour là-bas sur place. Mais bon, je resterai pas sur cette impression, j'y retournerai à une autre époque de l'année. La dernière fois que tu t'es mis derrière les fourneaux, tu as cuisiné, c'était quoi? Moi j'aime bien, c'est soit du saumon avec un poisson blanc, du cabillaud en papillote avec une sauce, ou alors c'est carrément la côte de bœuf. Là, moi j'ai mangé beaucoup de côte de bœuf quand j'étais dans le sud-ouest, mais là j'ai appris qu'il y avait des côtes de bœuf mûries, on appelle ça, ou maturées plutôt. Maturées, ouais. Et donc j'en achète souvent et ça j'aime bien. Ah mais super. Alors la dernière fois que tu t'es un peu énervé, est-ce que c'était lors d'un match? Ouais, pendant les matchs, ça peut arriver et tout, mais bon, je suis pas non plus le coach qui gueule à tout va derrière chaque joueur ou chaque action, mais bon, ça peut arriver des fois d'avoir un petit peu d'agacement ou après quand on a eu une série de défaites, voilà. Mais non, sinon, si on parle dans la vie en général, je crois que ça fait très longtemps que j'ai dû progresser là-dessus parce que j'étais beaucoup plus sanguin avant. On prend de l'âge. C'est positif alors. Et puis la dernière fois que tu t'es dit plus jamais ça. C'est ce soir. Plus jamais ça. New York sous la neige. Bah ouais, voilà, c'était bon, voilà, comme quoi il faut toujours se méfier des réactions à chaud. Quand je suis revenu, j'étais vraiment pas très positif. Avec le recul, j'y suis beaucoup moins, donc non, j'y retournerai. Et non, sinon, non, pas d'expérience qui me permette de dire ça à ce point. Ah ben super. On parlait de New York, alors on va parler un petit peu d'anglais, Eric. Tu as eu la chance ou pas de passer dans une célèbre émission où on s'est moqué un petit peu de ton accent, hein, c'est ça, hein. C'est en fait de mon anglais et de mon accent. Oui. C'est lors des causeries, lors des temps morts en fait finalement. Et alors il a quoi de spécial cet accent? Il y en a pas à mon avis, il y a pas d'accent. Mais non, mais en fait moi mon objectif c'était de passer au quotidien. Voilà. Donc il fallait que je trouve quelque chose pour attirer l'attention et ça a plutôt bien marché. On t'en parle encore de ça ce soir? Ouais, non, parce qu'en fait cette émission elle est repassée en boucle pendant pratiquement 1 an, donc j'ai même des amis qui 6 mois après m'envoyaient des messages ou m'appelaient t'es passé au quotidien, etc. Et même la journaliste de l'équipe Liliane Trévisan m'a appelé dernièrement parce qu'il faisait un sujet sur les temps morts avec Pascal Donadieu, Frédéric Fautoux qui parle en français. Voilà. Justement, et c'est vrai que c'est voilà, elle me disait mais c'est quand même pas rien d'être passé dans le quotidien. J'ai dit ouais non mais c'est ça me fait sourire. Plus moi je suis pas du tout vexé par rapport à ça. C'est vrai que mon anglais est pas bon. Quand j'étais assistant, j'avais du temps pour le travailler, j'avais bien progressé, pas l'accent mais le contenu. Et puis depuis j'ai énormément perdu. Et c'est vrai que c'est une vraie réflexion de se dire on a Dounia qui parle très bien anglais, on pourrait peut-être imaginer que je parle en français, parce qu'en français on fait plus passer les émotions et puis on est plus clair. Voilà, moi je le fais par rapport aux joueurs étrangers, mais on pourrait avoir une vraie réflexion pour opérer de la même façon qu'à Nanterre ou à Paris.
L'important, c'est que ces joueurs étrangers, ils comprennent les consignes finalement. Oui, j'espère que c'est le cas, parce que sinon il faut vite qu'on change. A priori, c'est bon, ça se passe plutôt bien. Alors, un dernier mot avec les joueurs. On faisait une interview de 2-3 points importants, mais là, on va pas le faire. On va plutôt te parler de ton métier de coach en fait. Si tu devais choisir, par exemple, est-ce que tu serais plutôt coach dans The Voice ou la Nouvelle Star? La Nouvelle Star. Nouvelle Star. Alors. J'aime bien la musique, donc ça. Voilà. Eh ben, c'est ça la Nouvelle Star, la musique, hein. Les deux, dans The Voice aussi. Ah oui, mais la Nouvelle Star, on va dire. Nouvelle Star. Alors, deux coachs bien connus, plutôt Philippe Etchebest ou Cyril Lignac? Lignac. Lignac. Plutôt entraîner Lance Armstrong ou Maria Sharapova? Allez, Lance Armstrong. Lance Armstrong, en lui disant tu laisses les piqûres et on y va tranquille, c'est ça. Plutôt entraîner l'équipe de France de handball ou de tennis, tiens, si tu devais te reconvertir? Handball. Handball. Plutôt coach des Warriors ou de Cleveland? Moi, vous savez, la NBA, je ne suis pas trop, je connais pas trop les joueurs des deux équipes. Steph Curry et LeBron James. On va prendre Steph Curry, moi. Steph Curry, eh ben alors dans ce cas-là, entraîneur à San Francisco. Et puis enfin, plutôt prendre les méthodes de coaching de Philippe Lucas de la natation ou de Giroud du foot? Je serais plus Giroud. Plus Giroud. Ouais. À la bonne franquette. Voilà. C'est ça. Bon, Eric, deux petites choses avant de terminer. On va dédicacer le t-shirt qu'on va offrir aux internautes qui sont avec nous. Et puis avant ça, alors on pouvait pas faire les lancers à 3 points d'eau au panier parce que on est dans ton bureau ce soir. Alors on a ramené le petit panier. Le petit panier ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1 ou 2 boulettes de papier. Et on va voir si ton adresse est toujours là. Est-ce que tu as un petit brouillon là? Bah voilà, excellent. Voilà, je m'écarte pour vraiment laisser le champ libre. Plusieurs essais, c'est ça? Ouais, 3 essais à laisser. Et attention, le record c'est Antoine Eito, hein, il en a mis 2 sur 3. 3 essais? Ouais, 3 essais pour miser ici. Et normalement, voilà, si on le met, voilà, ça fait du bruit. Normalement, on y va. Premier essai, Eric Bartoszeki. Ouais, 1 sur 1, magnifique. 2 sur 2, peut-être la totale. On restera sur 2 sur 3, mais c'est quand même assez sympa. Merci beaucoup Eric d'avoir répondu à cette question. Et puis donc Monaco, très gros match ce dimanche. Il reste quelques places, encore quelques centaines de places pour venir vous encourager. Voilà, on dédicace le t-shirt qu'on va offrir. On y va. Et puis on se retrouvera bien évidemment le mois prochain pour un nouveau numéro de Basket Live. Et puis il y a aussi cette actualité-là. J'ai dans les mains le trophée de 2014 de la Leaders Cup. Bon, il va falloir en ramener un autre là, Eric. C'est tout ce qu'on souhaite. Bah, super. Voilà, le t-shirt est dédicacé. Excellente soirée à vous tous. Rendez-vous le mois prochain et puis on va vous le faire gagner. Inscrivez-vous tout de suite dans les commentaires. Ciao.